Mon frère a couché avec ma fiancée quelques semaines avant notre mariage, utilisant son histoire d'amour tragique comme excuse. Alors, j'ai trouvé une femme dont il est obsédé, et maintenant nous lui offrons un siège au premier rang de son propre enfer personnel. Le parfum de la peinture fraîche et des nouveaux départs devrait sentir bon. Pour moi, il sentait le compromis. Debout dans le salon vide de la maison qu'Isabelle et moi étions sur le point d'acquérir, tout ce que je ressentais était une anxiété familière et de faible intensité. C'était une belle maison, de style colonial à paliers multiples avec une bonne structure et une grande cour arrière dans une banlieue tranquille. C'était tout ce que nous avions dit vouloir. Un témoignage de ma carrière de chef de projet logiciel, des longues heures et de la discipline de l'épargne. C'était un symbole de la vie que j'avais méticuleusement construite. Et c'était là le problème. Ma vie avait un fantôme, et son nom était Derek. Mon frère aîné, 34 ans et vivant toujours dans le sous-sol de la maison de mes parents, était l'incarnation même du syndrome de Picton High School. Il était l'ancien quart arrière vedette, le type qui portait encore son blouson universitaire délavé dans les bars locaux. Charmant en apparence, mais vidé par une décennie d'entreprises ratées et un ressentiment profond qu'il masquait par une histoire tragique. L'histoire de Chloé, le seul véritable amour qu'il avait rencontré une fois lors d'une fête universitaire et qui avait, selon ses dires, brisé son cœur si complètement qu'il n'avait jamais pu s'en remettre complètement. C'était son laissez-passer pour la vie. Ce soir-là, nous étions tous chez mes parents pour dîner et célébrer la nouvelle maison. L'air était épais du parfum du pot-au-feu de ma mère et des règles tacites. Règle numéro 1, ne jamais faire en sorte que Derek se sente mal dans sa peau. Règle numéro 2, Léo, tu es le stable, donc tu es responsable des règles 1 et 3. Règle numéro 3, voire règle 1. Regardez cet endroit, a dit mon père, rayonnant en parcourant les photos de la maison sur son téléphone. Tu as bien fait, mon fils. Vraiment bien. De l'autre côté de la table, Derek a laissé échapper un rire court et sec. Je suppose que toutes ces heures passées à jouer à des jeux vidéo dans ta chambre ont fini par payer pour le nerd, hein? La table s'est tue. J'ai senti la chaleur familière monter dans mon cou, mais j'ai juste souri, un mouvement tendu et pratiqué. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, en prenant une gorgée d'eau. Isabelle m'a lancé un regard de pure sympathie. Et honnêtement, cela m'a plus dérangé que la pique de Derek. La pitié ressemblait à une confirmation de ma faiblesse. Ma mère, une maîtresse de la diversion, s'est empressée d'intervenir. Oh, Derek, ne sois pas comme ça. Nous sommes fiers de nos deux garçons. Elle s'est ensuite tournée vers moi, sa voix s'adoucissant dans ce ton que je connaissais si bien. Celui qui précédait toujours une demande de ma reddition. Léo, tu sais que ton frère a eu des moments difficiles. Tu es le fort. C'est à toi de maintenir la paix. C'était ça. Le mantra de mon enfance, les chaînes invisibles. Tu es le fort. Cela ne voulait pas dire que j'étais résilient. Cela signifiait que mes besoins étaient secondaires. Cela signifiait que l'on attendait de moi que j'absorbe les coups, que je me réduise pour faire de la place à son ego surdimensionné et à son ambition sous-dimensionnée. Pendant des années, je m'étais dit que c'était la voie de la moindre résistance. J'appelais cela la maturité, choisir mes batailles. Mais au bord de l'engagement le plus important de ma vie pour la première fois, cela ressemblait à ce que c'était réellement, une longue et silencieuse reddition. Et j'en avais marre de brandir un drapeau blanc. 2 mois plus tard, j'ai décidé d'ignorer ce sentiment lancinant. Je me suis convaincu que la construction d'une nouvelle vie avec Isabelle créerait un tampon, un monde si séparé du dysfonctionnement de ma famille que l'ombre de Derek ne pourrait pas le toucher. Alors, sous les guirlandes lumineuses de notre restaurant italien préféré, j'ai demandé à Isabelle de m'épouser. Elle a dit oui. Et pendant un petit moment, le monde a semblé parfait. Bien sûr, nous devions organiser une fête de fiançailles. Et bien sûr, ma famille devait être là. La fête était chez mes parents. Le jardin avait été transformé avec des tables louées et des lanternes joyeuses. C'était une soirée chaleureuse pleine de rires et de vœux de bonheur de la part d'amis et de la famille élargie. Et puis Derek s'est levé pour porter un toast. Il tenait sa flûte à champagne avec une aisance pratiquée, un sourire charmant plaqué sur son visage. À mon petit frère, Léo, a-t-il commencé, sa voix douce comme du beurre. Il a toujours été le calme, le planificateur. Pendant que j'étais là, vous savez, à vivre ma vie, à prendre des risques, il élaborait des plans. Et regardez où cela l'a mené. Il a fait un geste vers Isabelle et moi. Il s'est construit une vie parfaite.
Et il a trouvé une femme parfaite pour la partager. Certaines personnes ont juste de la chance, je suppose. Elles ont tout. Il a levé son verre. Alors voici au bonheur. Puissiez-vous toujours savoir ce que vous avez. En apparence, cela sonnait bien. Mais j'ai entendu le sous-texte, les piques passives-agressives sur mon côté ennuyeux, l'insinuation que mon succès était dû à la chance, pas au travail. J'ai vu l'éclair de quelque chose de laid dans ses yeux avant qu'il ne sourie et ne boive. Plus tard, alors que j'allais chercher une autre tournée de boissons dans la glacière, il m'a coincé. Il m'a tapé sur l'épaule, sa prise un peu trop forte. Sérieusement, mec, félicitations. C'est une perle, a-t-il dit, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Me rappelle un peu Chloé. En fait, ce même feu. Un frisson m'a parcouru l'échine. La façon désinvolte, presque exclusive, dont il a lâché son nom, comme si elle était un personnage de sa grande épopée tragique que tout le monde était censé connaître. C'était un test, une façon de me rappeler son statut de victime autoproclamée. Même le jour de ma fête. J'ai juste hoché la tête, murmuré un merci, mec, et je me suis éloigné. Ce soir-là, j'étais au téléphone avec Marcus, mon meilleur ami depuis l'université. Il avait tout vu. Tu ne peux pas me dire que ce toast ne t'a pas filé les jetons, a-t-il dit, sa voix abrupte. C'est juste Derek qui fait du Derek, ai-je répondu, l'excuse ayant le goût de cendre dans ma bouche. Il est inoffensif. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Léo, un serpent à sonnette est inoffensif jusqu'à ce qu'il te morde. Ce n'était pas un toast, mec. C'était un avertissement. Ne laisse pas ce type s'approcher de ton bonheur. J'ai ri, lui disant qu'il était dramatique. Mais alors que je raccrochais le téléphone et que je regardais le visage endormi de ma fiancée, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que le serpent était déjà dans le jardin. La vie a une drôle de façon de prendre les hypothèses que tu as évitées et de les rendre horriblement réelles. 3 semaines avant le mariage, mon scénario est devenu ma réalité. J'avais prévu un voyage de 2 jours à Chicago pour une présentation cruciale à un client. C'était une réunion à enjeux élevés, le point culminant d'un projet de 6 mois. J'ai embrassé Isabelle au revoir à 5 heures du matin, mon esprit déjà tourné vers l'architecture du serveur et les attentes du client. Mais alors que j'étais assis à la porte d'embarquement à LAX, une annonce a crépité dans l'interphone. Un système orageux massif au-dessus du Midwest. Tous les vols vers Chicago étaient annulés indéfiniment. Mon premier sentiment a été une vague de joie pure et sans mélange. La réunion serait reportée. Je pouvais rentrer à la maison. Je me suis imaginé surprendre Isabelle, l'emmener déjeuner, passer une journée inattendue ensemble au milieu du chaos pré-mariage. Je ne l'ai même pas appelée. Je voulais voir l'expression sur son visage quand je franchirais la porte. Le trajet de retour a été rempli d'un léger bourdonnement. J'étais le type dans un film qui rentre à la maison plus tôt. Je me suis garé dans la rue, voulant faire mon entrée aussi discrètement que possible. J'ai utilisé ma clé, en tournant la serrure en silence. La maison était silencieuse. J'ai souri, l'imaginant endormi à l'étage ou peut-être en train de lire sur le canapé. Je suis entré dans le salon, celui avec les échantillons de peinture encore collés au mur. Et puis je les ai vus. Ce n'était pas une découverte de scène de film dramatique. C'était calme et banal et 1 million de fois pire pour cela. Isabelle et Derek étaient sur le canapé. Sa tête était sur ses genoux, sa main emmêlée dans ses cheveux. Ils étaient tous les deux à moitié déshabillés. Son expression familière et satisfaite remplacée par quelque chose qui ressemblait à une imitation bon marché de tendresse. Le monde ne s'est pas rétréci. Il s'est juste arrêté. Mon cerveau, celui qui gérait des calendriers complexes et des évaluations des risques, est devenu complètement vide. Il n'y avait pas de son, pas de pensée, juste l'image gravée sur ma rétine. Ma mallette a glissé de ma main et a heurté le parquet avec un bruit fort qui a brisé le sort. Leurs têtes se sont redressées brusquement. Le visage d'Isabelle s'est effondré, un masque d'horreur. Derek. Derek avait l'air réellement ennuyé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Léo, a chuchoté Isabelle, se précipitant pour s'asseoir, en tirant son chemisier vers le bas. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur mon frère. L'homme dont j'avais passé une vie à gérer soigneusement l'ego. L'homme que ma mère m'avait dit de protéger. Ce n'est pas ce que tu crois, a commencé Derek, la phrase la plus pathétique et prévisible de l'histoire de l'humanité.
Il se levait en fait, essayant de projeter une sorte d'autorité. On parlait juste. Elle était bouleversée. Un son s'est échappé de ma gorge, quelque chose entre un rire et un sanglot. C'était le son de 31 ans de colère refoulée qui finissait par faire surface. Sors. J'ai réglé ma voix sur un ton bas et tremblant. De ma maison. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais pour la première fois de ma vie, il a vu quelque chose dans mes yeux qui l'a fait s'arrêter. Il a vu que les règles avaient disparu. Il a attrapé sa chemise sur le sol et s'est pratiquement enfui. Je suis resté seul avec Isabelle, qui pleurait maintenant ouvertement. Léo, je suis tellement désolé, a-t-elle crié. C'est juste arrivé. Il me racontait comment tu ne le comprends pas, comment tu es si dur avec lui, comment tu peux être manipulateur avec ton silence. Et c'était ça. C'était le coup fatal. Ce n'était pas seulement la tromperie. C'était l'histoire qu'ils avaient construite ensemble. Une histoire où moi, celui qui avait sacrifié, compromis et maintenu la paix, était le méchant. Les deux personnes que j'aimais le plus avaient trouvé un terrain d'entente dans leur délire commun de ma tyrannie. J'ai regardé la femme que j'étais censé épouser, la maison dans laquelle nous étions censés construire une vie, et je n'ai rien ressenti d'autre que le vide froid et propre d'un site de démolition. Les fondations avaient disparu. Tout avait disparu. Les premières 48 heures ont été un flou de whisky et de bruit blanc. J'étais installé sur le canapé de Marcus, son appartement un sanctuaire stérile des débris de ma vie. Il n'a pas offert de platitude ou de sympathie superficielle. Il a juste gardé mon verre plein et a laissé le silence s'installer. Le troisième jour, alors que je fixais une fissure dans son plafond, il a finalement parlé. Il n'a pas seulement couché avec ta fiancée, Léo, a dit Marcus, sa voix dépourvue de toute douceur. C'était juste le dernier mouvement d'un jeu auquel il joue depuis toujours. Il a systématiquement empoisonné toutes les bonnes choses qui te sont arrivées parce qu'il ne supporte pas de te voir briller. La question est, quand vas-tu arrêter de le laisser faire? Ces mots ont traversé le brouillard de chagrin et ont atterri avec la clarté froide et dure du scalpel d'un chirurgien. Il avait raison. Mon désespoir n'était pas seulement à propos d'Isabelle. C'était le poids cumulé de 1000 petites redditions. 1000 moments où j'ai choisi d'être le gardien de la paix au lieu de me défendre. La colère qui a commencé à bouillonner n'était pas chaude et chaotique. Elle était froide, concentrée et, pour la première fois, elle semblait juste. Je me suis assis, la pièce tournant légèrement. Mon esprit, la partie logique de mon cerveau, celle de la gestion de projet, que j'avais éteinte, s'est rallumée. J'ai pensé au refrain constant et pathétique de Derek, sa seule grande excuse, Chloé. J'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai fait une recherche rapide sur LinkedIn, et la voilà. Chloé Dubos. Titre, architecte principal, du Boys Design Group. Sa photo de profil montrait une femme avec des yeux perçants et intelligents et un sourire pragmatique. Elle était basée dans une ville à environ 2 heures de route. Réussie, posée, tout ce que Derek n'était pas. Sur une impulsion, j'ai navigué vers son Instagram. C'était principalement professionnel, des intérieurs élégants, des merveilles architecturales, la photo occasionnelle d'un Golden Retriever. Mon cœur battait la chamade. C'était de la folie. Mais qu'avais-je à perdre? J'ai ouvert les messages directs. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Que dis-tu même? J'ai décidé d'opter pour la vérité crue et insensée. C'est complètement aléatoire et n'hésite pas à l'ignorer, ai-je tapé. Mais mon frère Derek vient de faire exploser ma vie et mes fiançailles, utilisant son histoire à pleurnicher de 10 ans à propos de toi comme sa principale excuse. Je me demandais juste si tu serais intéressé par un retour de karma bien mérité. J'ai cliqué sur envoyer, ma poitrine serrée par un mélange de crainte et d'exaltation. Je m'attendais à être ignoré ou peut-être même bloqué. 12 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Chloé Dubos. J'en suis, disait-il. Ce parasite narcissique. Il a même envoyé une demande d'amis à ma mère sur Facebook après que je l'ai bloqué de partout. Il n'a pas le cœur brisé. C'est un crétin. Fais-moi connaître le plan. Brûlons tout. Et juste comme ça, le chagrin qui m'étouffait a été remplacé par autre chose. C'était le bourdonnement électrique d'un nouveau projet qui démarrait. Un projet de démolition contrôlée. Ma cible était le monde de mensonges soigneusement construit par mon frère. Et je venais de trouver le partenaire idéal pour m'aider à allumer l'étincelle.
Notre première rencontre a eu lieu dans un café stérile et neutre à mi-chemin entre nos deux villes. J'étais nerveux, répétant ce que j'allais dire, mais au moment où Chloé est entrée, tout cela s'est dissipé. Elle était encore plus frappante en personne, confiante avec un regard direct qui semblait évaluer et comprendre tout en un instant. Elle s'est glissée dans la cabine en face de moi, m'a offert un sourire ironique et a dit « Alors, tu es le frère. Tu as mes condoléances. » J'ai ri, un vrai rire pour la première fois depuis des jours. Et tu es celle qui s'est échappée. Tu es une légende dans ma famille. Tu sais, une légende construite sur une conversation de 5 minutes à une soirée étudiante où il a essayé de m'impressionner en me disant qu'il pouvait soulever 100 kilos au développé couché, a-t-elle rétorqué, en levant les yeux au ciel. Disons simplement que je n'ai pas été emballé. La tension s'est évaporée. Nous n'étions pas deux étrangers. Nous étions deux personnes qui avaient été involontairement liées par le même vortex de dysfonctionnement. Nous avons passé l'heure suivante non seulement à comploter, mais à nous connecter. Elle m'a raconté comment il lui avait envoyé des messages sans relâche pendant des mois après cette rencontre, son ton passant de charmant à désespéré en passant par vaguement menaçant. Je lui ai raconté une vie de son sabotage subtil, d'avoir à atténuer ma propre lumière pour que la sienne ne semble pas si faible. Notre plan était simple, élégant et cruel. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents était dans 3 semaines. C'était un événement énorme. Le seul rassemblement familial que Derek n'oserait jamais manquer. Ce serait notre scène. Nous ferions nos débuts en tant que couple. Pas un nouveau couple hésitant, mais un couple déjà à l'aise, établi et profondément amoureux. Les semaines précédant la fête ont été un étrange mélange d'art de la performance et de véritables découvertes. Nous avons construit notre couverture avec le même souci du détail que j'utiliserai pour le lancement d'un projet. Nous avons été vus en public à un marché fermier dans sa ville, mon bras nonchalamment autour d'elle. Elle a publié une story Instagram de 2 verres à vin avec une légende simple, bonne compagnie, et a tagué mon compte privé. Mais entre les moments de mise en scène, quelque chose de réel se passait. Nos appels stratégiques se sont transformés en longues conversations nocturnes sur tout et rien, nos carrières, nos relations ratées, notre amour commun pour les vieux films. J'ai appris que son Golden Retriever s'appelait Gus et qu'il ronflait. Elle a appris que je voulais secrètement quitter mon emploi de bureau et construire des meubles. Les frontières entre l'acte et la réalité ont commencé à s'estomper, créant une boucle de rétroaction. Plus il était facile d'être avec elle, plus notre performance devenait convaincante. Un soir, après un appel particulièrement long, j'ai eu un moment de doute profond. « Chloé » ai-je dit, ma voix hésitante, « tout ça. Est-ce que nous devenons comme lui ? Manipuler les gens, jouer à des jeux ?» Sa réponse a été immédiate et ferme, coupant court à mon incertitude. « Léo, écoute-moi. Derek utilise des mensonges pour isoler et détruire. Il crée de faux récits pour se faire passer pour la victime. Nous utilisons la vérité sur nous, que nous sommes 2 personnes intelligentes et accomplies qui apprécient la compagnie l'une de l'autre, pour dénoncer ces mensonges. Nous construisons quelque chose. Lui ne sait que détruire. N'oublie jamais cette différence. » Elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de le démolir. Il s'agissait de me reconstruire. Et elle était l'architecte. La nuit de la fête d'anniversaire de mes parents était électrique. Le jardin était méconnaissable, transformé par un chapiteau, un traiteur et un petit trio de jazz. C'était une arène à enjeux élevés remplie de 50 de nos amis et parents les plus proches, le public même pour lequel Derek avait passé sa vie à jouer. Chloé et moi avons fait notre entrée avec un retard à la mode. Elle portait une robe noire simple et élégante qui faisait tourner les têtes, et ma main reposait sur le bas de son dos, un geste à la fois possessif et protecteur. Nous sommes entrés au milieu d'une chanson, et le bavardage sous la tente a semblé diminuer pendant un instant. J'ai scanné la foule et je l'ai trouvé instantanément. Derek tenait une bière, riant avec l'un de nos oncles. Son rire s'est éteint dans sa gorge, la bouteille figée à mi-chemin de ses lèvres. Son visage a traversé une série d'émotions, la confusion, l'incrédulité, puis une sombre marée montante de pure fureur. Échec. Le reste de la soirée a été un cours de maître en guerre psychologique, exécuté avec des sourires et des douces attentions. Nous nous sommes mêlés, mais nous ne nous sommes jamais éloignés l'un de l'autre. Je parlais à une tante, et Chloé arrivait derrière moi, enroulait ses bras autour de ma taille et posait son menton sur mon épaule. Il a tout vu. Chaque regard partagé, chaque blague intérieure, chaque rire décontracté était une fléchette parfaitement ciblée. Ma mère, comme prévu, nous a coincés près de la table des desserts.
Léo, mon chéri, a-t-elle dit, ses yeux papillonnant nerveusement entre Chloé et moi. Je suis tellement contente que tu ne sois pas seul ici. C'est tellement bon de te voir passer à autre chose. Avant que je puisse donner une réponse sèche, Chloé a souri, un sourire brillant et chaleureux qui n'atteignait pas ses yeux. Il n'est pas seul du tout, a-t-elle dit, en me serrant la main. Je suis une femme très chanceuse. Ma mère est restée sans voix, incertaine de la nouvelle dynamique de pouvoir. Le point culminant de la soirée est survenu lorsque Derek, alimenté par le scotch et le désespoir, a finalement essayé de faire son mouvement. Il a vu Chloé debout seule pendant un moment pendant que j'allais lui chercher un verre de vin. Il s'est précipité, sa posture tentant un charme décontracté que sa mâchoire crispée trahissait. Chloé, waouh, ça fait longtemps, a-t-il commencé. Je l'ai vu de l'autre côté de la pelouse et j'ai commencé à marcher, mais je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Chloé ne l'a même pas regardé complètement. Derek, a-t-elle dit, son ton plat et méprisant. Il a insisté, sa voix baissant. Écoute, je sais que c'est probablement bizarre avec mon frère et tout, mais juste. Puis je suis arrivé, tendant son vin à Chloé. Je n'ai pas reconnu Derek. Je lui ai juste souri et j'ai dit, désolé, chérie. J'ai mis du temps. Il n'avait plus le pinot grigio que tu aimes. J'ai enroulé doucement un bras autour de sa taille. Désolé, mec, ai-je dit, en jetant finalement un coup d'œil à mon frère. Besoin de voler ma copine pour une danse. Nous nous sommes éloignés, le laissant planter là complètement castré devant nos cousins. Plus tard, il m'a trouvé dans le couloir menant à la salle de bain. Son visage était rouge, ses yeux sauvages. Qu'est-ce que c'est, Léo, a-t-il sifflé, sa voix un murmure venimeux. Une sorte de jeu malsain pour te venger de moi? Tu penses que c'est drôle? Je me suis arrêté et je l'ai affronté. L'ancien Léo se serait ratatiné. L'ancien Léo aurait cherché des excuses, essayé de désamorcer, mais l'ancien Léo avait disparu, brûlé dans le feu de sa trahison. J'ai regardé mon frère droit dans les yeux, ma voix calme et froide. Je? Non, Derek. Ce n'est pas un jeu. J'ai fait un pas de plus. C'est ce qui arrive quand tu prends ma gentillesse pour de la faiblesse. C'est moi qui prends enfin ma place. Tu devrais essayer un jour. Je me suis éloigné, le laissant sans voix dans le couloir, les fondations de son monde s'effondrant autour de lui. Le roi avait été publiquement mis échec et mat dans son propre château. La guillotine numérique est tombée le lendemain. La fête avait été l'exécution privée. C'était l'exécution publique. Chloé a publié une seule photo de bon goût sur son Instagram de la nuit précédente. C'était une photo candide que quelqu'un avait prise de nous en train de rire. Les lumières de la fête étaient magnifiquement floues à l'arrière-plan. Sa légende était simple, parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. C'était élégant, suggestif et totalement niable. Nous savions qu'il ne pourrait pas résister. Cela a pris moins d'une heure. Un commentaire est apparu sur le compte de Derek. Un paragraphe de victimisation pure et distillée. Waouh. Juste waouh. Après tout ce dont nous avons parlé, après que tu savais ce que tu signifiais pour moi, je suppose que certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner. C'est un coup bas, même pour lui. L'appât a été pris. Le piège s'est refermé. La réponse de Chloé était une œuvre d'art. Elle était concise, factuelle et chirurgicalement précise. Elle n'a pas seulement répondu, elle l'a identifié directement. Derek le rêveur, nous nous sommes rencontrés une seule fois il y a 10 ans lors d'une fête. Tu m'as ensuite envoyé des messages pendant 6 mois jusqu'à ce que je te bloque. Ce n'est pas une histoire partagée. C'est une nuisance. Ma relation avec ton frère n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, passe à autre chose et respecte notre vie privée. Boum. En 3 phrases, elle avait démantelé tout son récit tragique sur un forum public. L'effet a été instantané. La section des commentaires, qui s'était remplie d'émojis de cœurs confus, a explosé. De vieux amis de la famille, des cousins, même quelques copains de lycée de Derek ont commencé à poster. J'ai toujours pensé que cette histoire était bizarre. Dame, Derek. Aïe. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il avait été exposé non pas comme un romantique tragique, mais comme une nuisance délirante. C'était une annihilation complète et totale de son personnage public. J'aurais dû ne ressentir que le triomphe. Et c'est ce que j'ai ressenti,
pendant un certain temps. Le sentiment était pur, juste. Mais alors mon téléphone a sonné, et l'identification de l'appelant a affiché un nom que je ne m'attendais plus jamais à revoir, Isabelle. J'ai ignoré. Il a sonné à nouveau. J'ai ignoré à nouveau. Au troisième appel, je l'ai envoyé à la messagerie vocale, mes mains tremblant légèrement. Une minute plus tard, un message texte est apparu. Léo, s'il te plaît, réponds. C'est important. C'est à propos de Derek. Une crainte froide m'a envahi. Je l'ai rappelé. Sa voix était frénétique, haletante. Léo, je suis tellement désolé d'appeler, mais tu dois savoir. Il est venu ici, Derek. Il était dérangé, divagant et délirant à propos de toi et Chloé. Il a dit que si vous alliez ruiner sa vie, il allait ruiner la sienne. Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Il a été sur le site web de son entreprise, a poursuivi Isabelle, sa voix se brisant. Il a fait une liste de ses plus gros clients. Il a écrit cet email horrible disant qu'elle est mentalement instable, une briseuse de ménage, qu'elle te manipule pour ton argent. Il va l'envoyer à tous, Léo. Il a dit qu'il allait détruire son entreprise. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus de drame familial. Il ne s'agissait plus de dénoncer les mensonges. C'était une menace directe pour les moyens de subsistance de Chloé, pour la carrière qu'elle avait construite avec tant de peine. Mon frère, dans ses derniers soubresauts désespérés, essayait de brûler tout ce qu'elle avait. Et à ce moment-là, j'ai su que mon complot de vengeance devait se transformer en un acte de protection final et décisif. Cela devait se terminer ce soir. Il n'y avait plus de place pour la subtilité. Plus de jeu psychologique. Il s'agissait maintenant d'une question de confinement. J'ai appelé ma mère. J'arrive dans un heure, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Derek doit être là, et vous aussi, papa et toi. Nous mettons fin à ça. J'ai ensuite passé un deuxième appel à ma tante Suzanne, la sœur cadette de ma mère. Elle était une infirmière urgentiste pragmatique qui avait toujours vu clair dans les conneries de Derek, mais avait maintenu un silence diplomatique. Tante Su, ai-je dit, j'ai besoin de toi. J'organise une réunion de famille. J'ai besoin d'une voix de la raison. Qui ne soit pas moi. Elle a juste dit, je serai là dans 45 minutes. Quand je suis entré dans le salon de mes parents, la scène était prête. Mes parents étaient sur le canapé, l'air terrifié. Derek arpentait le sol devant la cheminée, rayonnant d'un mélange toxique de fureur et d'apitoiement sur soi. Tante Suzanne était assise dans un fauteuil, les bras croisés, observant tout avec un détachement calme et clinique. Je n'étais plus le fils ou le petit frère. J'étais le chef de projet ici pour arrêter un échec catastrophique. Qu'est-ce que c'est, Léo, a commencé mon père, sa voix faible, une embuscade familiale? Non, ai-je dit calmement, en plaçant un mince dossier manie sur la table basse. C'est une mission d'enquête, puis c'est une décision finale. Derek a ricané. Oh, ça y est. Le petit Léo et ses feuilles de calcul. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert le dossier. Fais un, ai-je dit, en faisant glisser une feuille de papier sur la table. Ce sont les captures d'écran des messages que tu as envoyés à Chloé pendant 6 mois après l'avoir rencontrée une fois, ceux où elle te demande à plusieurs reprises de la laisser tranquille. J'ai fait glisser un deuxième document. Fait 2, c'est une déclaration imprimée et notariée de ton ancien partenaire commercial, Liam, détaillant comment tu as ruiné sa société et que tu lui as ensuite imputé les 50 000 $ de dettes que tu as accumulées. Mes parents ont regardé les papiers, leur visage pâle. Derek avait arrêté de faire les 100 pas. Fait 3, ai-je dit, ma voix baissant. C'est l'email que tu as rédigé ce soir, celui où tu as menacé de détruire la réputation professionnelle d'une femme parce que ton ego est blessé. J'ai poussé l'imprimé final vers eux. C'est ce qu'ils faisaient il y a 1 heure. C'est qui vous avez protégé. Le silence dans la pièce était absolu, brisé seulement par le sanglot discret de ma mère. Derek a finalement explosé. Il déforme tout. Elle et lui. Ce sont eux qui m'ont attaqué. Ils m'ont humilié. Et c'est alors que tante Suzanne a parlé, sa voix coupant à travers le drame comme un scalpel. Oh, arrête, Derek, a-t-elle dit, son ton empreint d'exaspération lasse. Humilié? Tu humilies cette famille depuis 15 ans avec tes mensonges et ta paresse. Tu es un homme de 34 ans qui vit dans le sous-sol de tes parents, menaçant la carrière d'une femme parce que ta petite fantaisie a éclaté.
Pour l'amour de Dieu, a-t-elle dit, se tournant vers mes parents, regardez vos fils. L'un d'eux a construit une vie. L'autre ne sait que mettre le feu. À qui allez-vous continuer à donner les allumettes? Elle s'est levée. Ce garçon n'a pas besoin de plus d'excuses. Il a besoin d'une aide professionnelle. Et Léo, a-t-elle dit, en me regardant avec un sourire triste et fier, tu mérites une vie d'excuses. Derek nous a regardés, son visage un masque d'incrédulité, réalisant que ses complices avaient disparu. Il a regardé mes parents, qui ont refusé de croiser son regard. Avec un rugissement guttural de frustration, il s'est précipité hors de la pièce et a monté les escaliers, claquant la porte du sous-sol derrière lui. Le sort était enfin et irrévocablement brisé. Le tribunal était terminé. Le jugement avait été rendu. Le trajet de retour à mon appartement était silencieux. Chloé attendait mon appel, et je lui ai juste envoyé 3 mots, c'est réglé. Viens. Quand elle est arrivée, elle ne m'a pas bombardé de questions. Elle est juste entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a enlacé. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, la tension des dernières semaines, des dernières années, s'échappant finalement de moi. Nous sommes restés là dans l'entrée pendant un long moment, juste à nous serrer dans les bras. La guerre était finie. Plus tard, nous étions assis sur mon canapé, une bouteille de bon whisky entre nous, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle un calme étrange et tranquille. Nous n'avons pas parlé de Derek, de mes parents ou de l'épreuve de force. Le sujet semblait épuisé, une histoire qui avait finalement atteint sa fin. Au lieu de cela, nous avons parlé de petites choses, son chien Gus, l'intrigue ridicule d'un film qu'elle avait vu, une table basse que je voulais essayer de construire. C'était normal. C'était facile. La performance était terminée, et ce qui restait semblait plus réel que tout ce que j'avais vécu depuis longtemps. Après un certain temps, un silence confortable s'est installé entre nous. Je l'ai regardé, à la façon dont la lumière de la lampe attrapait les lignes nettes et intelligentes de son visage. Je me sens léger, ai-je dit, le mot me surprenant en sortant de ma bouche. C'était la seule façon de le décrire. Un poids lourd et invisible que je portais depuis toute ma vie d'adulte avait été soulevé. Elle a souri, un sourire doux et sincère. Je sais ce que tu veux dire. J'ai pris une inspiration, ayant besoin de le dire à voix haute. Ça n'a pas été une question de vengeance pour moi depuis un moment, Chloé. Je sais, a-t-elle dit, ses yeux croisant les miens. Pour moi aussi. C'était une vérité simple et sans fioriture. Le plan complexe, la mission partagée, avait été le catalyseur, l'échafaudage. Mais quelque part en cours de route, nous avions construit quelque chose de réel à l'intérieur, une structure faite de conversations nocturnes, de blagues partagées et de respect mutuel. Je me suis penché en avant, et elle m'a rencontré à mi-chemin. Le baiser n'était pas comme ceux que nous avions mis en scène pour un public. Il n'y avait pas de calcul, pas de performance. C'était calme, profond et plein d'une compréhension tacite. C'était le sentiment de rentrer à la maison après un long et épuisant voyage. Le complot de vengeance nous avait réunis, une réponse bizarre et calculée à une profonde trahison. Mais ce que nous avons trouvé dans le calme après la guerre était quelque chose de complètement différent. Il ne s'agissait pas de victoire ou de vengeance. Il s'agissait de sauvetage. Nous nous étions, de la manière la plus étrange imaginable, sauvés l'un l'autre. Les fondations de quelque chose de nouveau étaient en train d'être posées, non pas sur les décombres de mon ancienne vie, mais sur le terrain solide de ce que nous étions quand l'acte était terminé. Les mois suivants ont été une étude en changement sismique. Le silence de ma famille a été assourdissant au début, un vide où le drame habituel avait été. Puis, timidement, les choses ont commencé à changer. J'ai appris par tante Suzanne que Derek avait déménagé dans un autre état. Mon père lui avait donné un ultimatum, suivre une thérapie et trouver un emploi ou partir. Pour une fois, il avait suivi, au moins sur la partie du départ. Il n'y a pas eu d'excuse, pas de confrontation finale. Il a juste disparu de ma vie. Et j'ai été surpris de constater que je ne ressentais rien d'autre qu'un profond sentiment de soulagement. Je n'avais pas besoin de ces excuses pour passer à autre chose. Son absence était une excuse suffisante. Le premier pas réel vers la guérison avec ma famille est venu sous la forme d'un appel téléphonique de ma mère. Sa voix était hésitante, fragile. Elle a demandé si elle pouvait nous emmener Chloé et moi déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant neutre. Ma mère avait l'air plus âgée, les rides autour de ses yeux plus profondes.
Elle a passé les 20 premières minutes à faire des petites conversations maladroites. Et puis elle a finalement pris une profonde inspiration et m'a regardé dans les yeux. « Léo, je dois m'excuser », a-t-elle dit, sa voix pleine de larmes contenues. « Pour toutes les années où je n'ai pas vu ou n'ai pas voulu voir. Je pensais que si je l'aimais assez, il irait mieux. Et ce faisant, je l'ai laissé te blesser encore et encore. J'ai confondu ta force avec le fait de ne pas avoir besoin d'une mère. Et je suis tellement, tellement désolé. » C'étaient les excuses que j'avais cessé d'espérer. Je me suis surpris à tendre la main à travers la table et à prendre sa main. « Nous pouvons y travailler, maman, ai-je dit. » Les deuxièmes excuses sont arrivées une semaine plus tard, et c'était encore plus surprenant. Mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir, tenant une bouteille du whisky single malt cher que nous aimions tous les deux. C'était un homme de peu de mots, et il avait l'air profondément mal à l'aise. Il est entré et s'est assis sur mon canapé, fixant la bouteille sur la table basse. « Ta mère m'a dit que vous aviez parlé », a-t-il commencé, sa voix rocailleuse. « J'ai échoué, Léo. J'ai échoué en tant que père. J'ai vu ce qui se passait, mais je me suis dit que c'était une affaire de femme, que ta mère s'en occuperait. J'ai pris la solution de facilité. J'étais un lâche. » Il a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur et d'une sincérité que je n'avais jamais vue auparavant. « Je n'étais pas là pour te protéger. Mais toi, tu es devenu un homme bon quand même, un homme meilleur que moi, et je suis fier de toi pour ça. Malgré moi, tu es devenu un homme bon. J'avais attendu toute ma vie pour entendre ces mots. Merci, papa, ai-je réussi à dire, la gorge serrée. Il a hoché la tête, s'est levé et m'a tapé sur l'épaule, toujours aussi maladroit. Je vais te laisser reprendre ta soirée. Il est parti, et je suis resté là dans le calme de mon appartement, la lourde bouteille de whisky ressemblant à un traité de paix. Les ponts vers mes parents, ceux que je pensais brûler sans possibilité de réparation, étaient en train d'être reconstruits planche par planche. La porte sur mon passé avec Derek était enfin fermement fermée et verrouillée. Pour la première fois, ma famille ressemblait moins à une source de douleur et plus à un chantier en cours. Et c'était plus que ce que j'aurais jamais pu demander. 6 mois après la fête d'anniversaire qui a tout changé, la vie s'était installée dans un nouveau rythme confortable. Chloé et moi passions la plupart de notre temps ensemble, partageant les week-ends entre mon appartement et chez elle, avec son golden retriever Gus agissant comme un chaperon à fourrure et ronflement. Le complot de vengeance était un souvenir lointain et surréaliste, l'histoire que nous raconterions un jour à nos petits-enfants. Je me concentrais sur le présent, mon travail, ma relation, le lent et régulier processus de reconstruction. J'étais à l'épicerie un mardi soir, hésitant entre 2 sortes de pâtes, quand j'ai entendu une voix hésitante dire mon nom. Léo. Je me suis retourné. C'était Isabelle. Je n'ai rien ressenti. Pas de choc de colère. Pas de pincement de tristesse. C'était comme regarder une photographie d'une personne que je connaissais autrefois. Elle avait l'air diminuée. La lumière que j'avais autrefois trouvée si captivante semblait maintenant terne. Elle était plus mince, avec des cernes sous les yeux. « Isabelle », ai-je dit, ma voix égale. « Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien », a-t-elle dit, jouant avec la bandoulière de son sac à main. « Écoute, Léo, je sais que je n'ai pas le droit de te parler, mais, quand je te vois, je voulais juste le dire à nouveau. Je suis tellement, tellement désolé. Je sais que tu le hais, ai-je dit, et je le pensais. Je n'avais plus de colère pour elle. Tout avait été brûlé, ne laissant derrière lui que le détachement calme d'un chapitre clos. Elle a semblé prendre mon absence d'hostilité comme une invitation à expliquer, à se décharger. Il s'est mis dans ma tête, tu sais. Il m'a raconté toutes ces choses sur toi, sur ton passé, comment tu étais froid et manipulateur. Il a tout déformé jusqu'à ce que je ne sache plus ce qui était réel. J'étais tellement stupide. L'ancien Léo aurait ressenti un éclair de culpabilité. Il se serait demandé si peut-être il était froid, s'il était en quelque sorte responsable de ses choix. Mais le nouveau Léo a juste vu ces mots pour ce qu'ils étaient, une tentative désespérée de rejeter le blâme, de se faire passer pour une victime des circonstances plutôt que pour une participante à une trahison. Il ne t'a forcé à rien, Isabelle, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Nous faisons tous nos propres choix. Son visage s'est effondré, réalisant que je n'allais pas lui offrir l'absolution qu'elle recherchait. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti.
Un texto de Chloé, coincé dans les embouteillages. Ramène du vin, s'il te plaît. Le bon. Gus dit et salue. Un sourire réel et involontaire s'est étalé sur mon visage. J'ai levé les yeux vers Isabelle, vers le fantôme d'une vie que j'ai presque eue. Je dois y aller, ai-je dit. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Isabelle. Vraiment. Je me suis retourné et je suis parti, me dirigeant vers le rayon des vins. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais plus hanté. Le passé était enfin là où il devait être, derrière moi. Un an après la fête d'anniversaire qui a tout changé, je me tenais au milieu d'un magnifique chaos. La maison, celle que j'avais autrefois achetée avec Isabelle, était maintenant la nôtre. Celle de Chloé et la mienne. Nous l'avions démolie jusqu'à la structure, un acte symbolique et très littéral de démolition de l'ancien pour faire place au nouveau. Aujourd'hui, nous étions couverts de poussière de cloisons sèches et de taches de peinture, nous disputant joyeusement sur la nuance de bleu à utiliser pour l'îlot de cuisine. Gus, son Golden Retriever, qui est maintenant sans équivoque notre Golden Retriever, dormait dans une tache de soleil, laissant échapper le ronflement doux occasionnel. C'était une scène de bonheur domestique et imparfait. C'est la maison, a déclaré Chloé, un pinceau à la main, essuyant une traînée de peinture blanche sur mon nez. C'est pour avoir remis en question mon choix de rêve céruléen, a-t-elle dit en riant. Je l'ai attrapé et je l'ai attiré contre moi, embrassant la tache de peinture sur sa joue. C'est un excellent choix, ai-je dit. Tout avec toi est un excellent choix. C'était la vérité brute. Notre début a été bizarre, forgé dans la colère et un désir partagé de rétribution. Nous avons commencé comme des alliés dans une guerre, des conspirateurs dans un complot. Mais la guerre a pris fin, et nous étions toujours debout, à nous regarder dans le calme qui a suivi, et nous avons découvert que la personne dont nous avions fait semblant d'être amoureux était la personne pour qui nous étions réellement tombés amoureux. Plus tard ce soir-là, alors que nous étions assis sur le porche arrière à regarder le coucher du soleil peindre le ciel, mon esprit a dérivé vers l'année et demie écoulée. J'avais l'habitude de penser que la paix signifiait éviter le conflit à tout prix. J'ai construit ma vie dans la longue ombre de l'ego de mon frère, me faisant plus petit pour qu'il ne se sente pas menacé. Je pensais que c'était de la force, mais c'était juste un effondrement au ralenti. Les fondations de cette vie étaient pourries, et elles allaient toujours s'effondrer. Ce qui est drôle, c'est que la démolition, aussi brutale soit-elle, a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m'a forcé à cesser d'accepter le récit qui avait été écrit pour moi, le fils calme et stable qui maintenait la paix. Elle m'a forcé à prendre un stylo et à écrire ma propre histoire. Elle m'a forcé à voir l'homme que je m'étais permis de devenir et à me battre pour l'homme que je voulais être. Vengeance ? Peut-être que c'est comme ça que ça a commencé, un plan froid et calculé pour récupérer ce qui m'avait été pris. Mais la vraie victoire n'a pas été de regarder le monde de Derek imploser. La vraie victoire est ce qui est venu après. Ce sont les excuses de mes parents, la compréhension calme avec Chloé. La paix profonde de se réveiller le matin et d'avoir l'impression de vivre enfin dans ma propre peau, dans une vie de ma propre conception. Chloé a posé sa tête sur mon épaule, sa main trouvant la mienne. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé doucement. Je l'ai regardée, cette femme brillante, drôle et incroyable qui me voyait non pas comme un projet ou un gardien de la paix, mais comme une partenaire. J'ai pensé aux décombres de mon ancienne vie et à la belle et solide maison que nous construisions maintenant ensemble à partir de là. Juste au plan, ai-je dit, en lui serrant la main. Je pensais juste au plan.